Hola, me llamo Tropper, mi pene es muy grande. Qu'est-ce que tu fous? Nada rien. T'es en train d'apprendre l'espagnol pour séduire Ana de Armas. Ana de Armas, j'en ai rien à faire. Pendero. Oh, c'est un pas dans la bonne direction ça. T'as enfin réalisé que c'était malsain d'obséder sur une célébrité. La seule qui compte, c'est Anya. Anya. Anya Taylor-Joy, l'actrice argentino-américano-britannique récemment révélée par le jeu de la reine. Et c'est reparti. Quieres jugar al ajedrez desnudo. Les langues, languages, Sprachen, Yaziki, idiomas, linguas, Gengo. Non mais tu vas pas toutes les faire non plus. Et pourquoi pas? Why not? Warum nicht? ¿Por qué no? Ouais non c'est chiant. Que ce soit celles qu'on parle ou toutes celles qu'on ne parle pas, difficile d'ignorer l'existence des langues. Principalement parce que si vous regardez cette vidéo, vous en comprenez au moins une. Ou alors vous trouvez les images qui bougent rigolotes. C'est donc tout naturellement que les langues sont inévitables en fiction. Rares sont les histoires dans lesquelles personne ne communique. Si on devait parler des histoires qui utilisent la langue, on ne serait pas sorti parce que c'est plus ou moins toutes les histoires. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les langues étrangères en fiction. Toutes les langues sont étrangères pour quelqu'un. Gna, je m'appelle Ruport, je suis intelligent. Merci. Pour préciser, on va voir comment la notion de langue étrangère est traitée en fiction. C'est-à-dire comment on écrit les locuteurs d'une autre langue, la traduction, les interprètes, bref les langues étrangères du point de vue de l'œuvre. Si un film danois est en danois, il ne traite pas des langues étrangères, même si c'en est une pour nous. Mais si dans ce film danois il y a un personnage qui parle suédois, là c'est dans le sujet. Maintenant que cette précision a été faite, on va d'abord commencer par un court exposé sur les langues dans la réalité avant de voir ce qui en est fait en fiction. Selon Wikipédia, la seule source d'information nécessaire pour les recherches de tout bon youtubeur qui se respecte, une langue est un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. On notera la nuance entre youtubeurs qui se respectent et youtubeurs dignes de respect. En gros, dès qu'on utilise un moyen de communication, que ce soit en parlant, en écrivant, en signant ou en tapant sur des bâtons, et qu'un locuteur peut nous comprendre, c'est une langue. Ou un dialecte. Alors on va pas être copains. Ton amitié n'est pas nécessaire à mon bien-être. La nuance entre dialecte et langue n'existe pas en linguistique. C'est une différenciation purement symbolique dont le but est avant tout de marquer des barrières sociales. Moi, grand français, je parle la langue française, toi, pauvre merde, tu parles un dialecte de Pécore. Mais c'est pas très gentil ça. Ni très gentil, ni très scientifique. Pour citer le linguiste Max Weinreich, une langue est un dialecte avec une armée et une marine. En gros, dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui ont un flingue et ceux qui parlent un dialecte. Par nature, une langue vivante, c'est-à-dire une langue qui produit encore des locuteurs maternels, évolue. C'est comme ça, des mots apparaissent, d'autres disparaissent, la grammaire change, les normes s'adaptent au fil des générations. Paradoxalement donc, le seul moyen de préserver une langue, c'est d'en faire une langue morte. Iam mortus est. Quid ? Une langue morte, c'est une langue sans locuteur maternel, qui doit donc être apprise a posteriori, et qui n'est donc plus capable d'évoluer naturellement. Il est également possible d'inventer une langue, on parle alors de langue construite ou de conlangue. C'est un sujet qui a déjà été très bien traité par Monté de la chaîne Linguisticae, vers qui je vous renvoie si jamais les langues construites vous intéressent dans la réalité ou dans la fiction. Il y a énormément de langues différentes parlées dans le monde. En effet, on estime qu'il y en a plus de 7000. Et ces langues sont en évolution constante, ce qui fait que si on essayait de prendre en compte toutes les versions des langues qui ont existé au fil de l'histoire, on en aurait plein. Plein? Beaucoup. T'as pas trouvé le chiffre. Des tonnes. C'est une unité de mesure, pas une valeur. Malgré cette grande variété, plus de la moitié des gens sur Terre se partagent en réalité 23 langues principales. C'est une conséquence de la mondialisation et de la proéminence de politiques linguistiques nationales. Plus le monde est connecté, plus les États sont centralisés, moins il y a de place pour la variété linguistique. Alors pour info, le français est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 277 millions de locuteurs. Mais ce chiffre prend en compte toutes les variations du français. Québécois, belge, suisse, congolais, bref, de quoi filer des boutons au vieux con de l'Académie française. Mais ça nous montre que même au sein d'une langue, il y a en réalité plusieurs langues. Un peu comme en biologie, il faut penser au langage en termes d'arbres évolutifs, dont un ensemble de branches appartiendrait à une famille du français, elle-même issue du latin, et ainsi de suite. Au-dessus du français, on retrouve d'ailleurs une autre fille du latin, l'espagnol, avec 538 millions de locuteurs. En 3e position, on a une cousine bien plus éloignée, l'hindi, avec 637 millions de personnes qui la parlent. Et ensuite, on passe la barre du milliard, avec le chinois mandarin, et c'est 1,120 milliards de locuteurs. Alors avec tout ça, c'est pas évident de communiquer. Je sais pas vous, mais moi je parle pas un mot d'hindi ou de chinois, et mon espagnol se limite à placer des O et des A à la fin des mots français en imitant l'accent de Speedy Gonzales. Es racisto. Fi.
Du coup, il y a déjà 2 milliards de personnes avec qui je ne peux pas parler. Et en fait, si on soustrait les 277 millions de francophones des 7,8 milliards d'humains sur Terre, ça laisse plus de 7,5 milliards d'humains avec qui je ne peux pas parler ma langue maternelle. Pourtant, tous les jours, des milliards de gens qui n'ont pas la même langue maternelle communiquent. Et ils font ça avec la langue la plus parlée sur Terre, l'anglais. Comptant 1,268 milliards de locuteurs, la langue de Shakespeare et ses différentes variations occupent la première place du podium. Non pas parce qu'elle a le plus de locuteurs maternels, mais parce que c'est la langue secondaire de la majorité des gens sur Terre. C'est la langue du commerce, de l'économie, de la pop culture, bref, c'est la lingua franca. Littéralement langue des francs en latin, la lingua franca était à l'origine un jargon utilisé par les marins et les marchands méditerranéens du Moyen-Âge au 19e siècle. Agglomérat de vocabulaire français, portugais, italien et d'autres langues parlées autour de la mer Méditerranée, la lingua franca était ce qu'on appelle un pidgin, c'est-à-dire une langue avec un vocabulaire simplifié emprunté à d'autres langues, dont le but est de communiquer entre locuteurs des langues d'emprunt. Mais le terme de lingua franca a ensuite évolué pour qualifier toute langue utilisée pour permettre la communication entre des locuteurs de langues maternelles différentes. On considère par exemple que le latin était la lingua franca dans l'Empire romain, puisque les populations colonisées avaient leur propre langue, mais prenaient leur place dans l'Empire en utilisant sa langue officielle. Le latin a gardé ce rôle de langue véhiculaire pendant le Moyen-Âge, surtout chez les élites et au sein du clergé. Le français, lui, est devenu une lingua franca au XVIIe siècle, au sein des aristocraties européennes et dans les empires coloniaux dont l'empreinte linguistique est toujours visible via les cartes de la francophonie. De fait, le français est encore aujourd'hui une langue importante pour la diplomatie. Les institutions internationales l'utilisent comme une de leurs langues de travail, notamment l'ONU ou l'Union européenne. Mais l'heure de gloire de la langue de Molière est bel et bien passée, puisque la lingua franca moderne, et ce depuis la fin du 19e, c'est l'anglais. Les bâtards, ils nous ont battus! Si vous voulez voyager n'importe où dans le monde, vous trouverez plus facilement des anglophones que des locuteurs de n'importe quelle autre langue. Si vous cherchez un métier à l'international, la maîtrise de l'anglais est une condition sine qua non. Sine quoi? C'est du latin. Sine quid? Mais surtout, l'anglais, c'est la langue dans laquelle sont créées la majorité des œuvres de fiction les plus populaires. Désolé chers compatriotes, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 ne rivalise pas à l'international avec Avengers. C'est fou. Nous n'allons pas parler de comment la traduction d'une œuvre anglophone en français l'affecte, mais sachez que la plupart des tropes les plus répandues l'ont été en anglais du point de vue de locuteurs anglophones. Voyons donc comment les langues étrangères sont traitées en fiction. En fiction donc, les langues existent au sein d'une diégèse. Non mais tu commences direct compliqué! Non mais c'est pas dur pourtant. Quand une langue étrangère est parlée en fiction, elle est étrangère avant tout pour l'audience. Si j'écris un livre en français, on part du principe que c'est pour un lectorat francophone. Donc dans la diégèse de mon récit, toutes les langues autres que le français sont des langues étrangères. Ce qui peut m'amener à les traiter différemment. On va faire une petite scène pour illustrer. Ruport, tu seras un personnage francophone. Cool! Francophone, j'ai dit. Frais! Pour ma part, je serai un personnage anglophone. Commençons donc par jouer la scène comme elle le serait dans la réalité. Bonjour. Oh, hi! Sorry. Ah, plus rien, roast beef. Would you by any chance know where I can find the actress Anya Taylor-Joy? Gna, je parle anglais, je suis meilleur que tout le monde. Well... Dans cette scène, on a donc un personnage francophone que vous pouvez comprendre et un personnage anglophone. Si vous parlez anglais, vous avez compris ce qu'il a dit. Mais en tant qu'auteur, on ne peut pas partir du principe que l'audience parle les langues étrangères qu'on inclut dans notre récit. Parce que là, c'est en anglais, c'est facile, mais si je vous le passe en japonais... Sumimasen, toire wa doko ka? Non mais ça se voit qu'il est pas japonais. Nani? Nihonjin janai. Ore wa fransujin desu. Bakayaro. Tout ça pour faire style je parle plein de langues. Pauvre mec, va. Kusama, ore wa fransugo o rikkai shiteimasu. Tout le monde sait que c'est Google Trad. L'idée ici, c'est que le personnage francophone n'est pas censé parler la langue étrangère et l'audience non plus. En ne traduisant pas le dialogue étranger dans la diégèse, le fait de ne pas savoir ce qui est dit est inclus dans la narration. On ne traduit pas, donc l'audience n'est pas censée comprendre ce qui est dit. Mais si je rajoute des sous-titres... Bonjour. Oh, hi! Sorry. Ah, plus rien, roast beef. Would you by any chance know where I can find the actress Anya Taylor-Joy? Gna, je parle anglais, je suis meilleur que tout le monde. Well... C'est la même scène, il se passe la même chose dans la diégèse, le personnage francophone ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais l'audience, elle, a la traduction. C'est un bon moyen dans une histoire de donner des informations au public sans les révéler au personnage. Dans l'audiovisuel, on utilise des sous-titres, mais dans une œuvre écrite, on peut reproduire le même effet avec une autre police d'écriture, ou en précisant la langue parlée dans les incises. Incises? 16? Les incises, c'est la description du dialogue en écriture, c'est le fameux « dit-il, l'air moqueur en levant un doigt vengeur ». Mais tous les personnages ne sont pas nécessairement des locuteurs d'une seule langue. Même si l'œuvre vise une audience francophone, le personnage peut comprendre la langue étrangère. Bonjour. Oh, I'm so sorry. Je vous en prie, mon cher ami d'outre-Manche. Could you help me, please? Évidemment, camarade. Que puis-je faire pour vous? Well, I'm in a bit of an adventure, of sorts. I was wondering if you could maybe point me to the right direction. Ce serait avec plaisir, frère d'une nation différente et pourtant similaire. You are brilliant. You know that? Mais je ne fais qu'honorer les valeurs universalistes qui ont rapproché nos deux cultures.
Ici, sans sous-titres, on part du principe que le public ne comprend pas ce que dit le personnage anglophone. Mais le personnage francophone, lui, comprend parfaitement ce qui lui est dit. On a donc la situation inverse. On donne des informations au personnage tout en privant l'audience. Avec ces deux façons de traiter les langues étrangères, on a déjà deux bons outils de narration pour contrôler qui sait quoi à quel moment. Sauf si le spectateur parle anglais. C'est le prix à payer pour être polyglotte. Plus jamais tu ne seras surpris par une œuvre de fiction. En échange, partout où tu vas, tu pourras demander où sont les toilettes. Finalement, la dernière situation, c'est quand le personnage et l'audience comprennent ce que dit le personnage étranger. Bonjour. Oh, I'm so sorry. Je vous en prie, mon cher ami d'outre-Manche. Could you help me, please? Évidemment, camarade. Que puis-je faire pour vous? Well, I'm in a bit of an adventure of sorts. I was wondering if you could maybe point me to the right direction. Ce serait avec plaisir, frère d'une nation différente et pourtant similaire. You are brilliant. Tu know that? Mais je ne fais qu'honorer les valeurs universalistes qui ont rapproché nos deux cultures. Et dans les faits, c'est exactement comme s'ils parlaient les deux français, en tout cas du point de vue de l'information communiquée. Mais ce cas de figure est intéressant si on a un troisième personnage qui, lui, ne parle pas la langue étrangère. Vous l'aurez compris, l'idée générale, c'est que les langues étrangères en fiction permettent de contrôler l'information, que ce soit pour les personnages ou l'audience. Vous aurez peut-être remarqué que dans cet exemple, les deux personnages se comprennent tout en parlant des langues différentes. C'est un outil de narration qui sert à rendre un dialogue plus fluide. Dans ce cas, on a décidé que les deux personnages parlent des langues différentes, mais comprennent chacun la langue de l'autre, ce qui crée un dialogue bilingue. Alors dans la réalité, ça arrive, il y a des gens qui font ça. Moi par contre, ça me vrille la tête. Si quelqu'un me parle en anglais et que j'essaie de répondre en français, je vais juste talker bizarrement et totally lose my mots. Ah ouais, c'est sale. Mais encore une fois, ça dépend des locuteurs, c'est sans doute plus facile quand on a été élevé bilingue. Par exemple, ma tante parlait souvent en français à mes grands-parents qui répondaient en portugais. Ça se fait. Dans d'autres cas, pour rendre une conversation bilingue plus fluide, on peut utiliser d'autres artifices, ce qu'on appelle des conventions de traduction. En gros, l'audience sait que les deux personnages parlent des langues différentes, mais accepte un artifice qui leur permet de dialoguer parce que ça rend l'histoire plus facile à suivre. Par exemple, dans le Okja de Bong Joon-ho, que je vous conseille 1000 fois, le personnage de Mi-ja parle coréen dans une scène avec des activistes américains, dont un seul est bilingue. Au début de la conversation, le personnage bilingue sert d'interprète, traduisant les répliques anglaises en coréen et les répliques coréennes en anglais. Mais cette répétition, bien que nécessaire à la compréhension des personnages, s'avère être lourde pour l'audience. Alors au milieu du dialogue, on arrête d'entendre l'interprète et le montage accélère, comme si Mi-ja et les Américains se parlaient directement. On comprend que dans la diégèse, l'interprétariat continue, mais on l'efface au profit du rythme de la scène. C'est une convention de traduction. On demande à l'audience d'accepter que le processus de traduction qui permet au personnage de communiquer est sous-entendu. C'est une sorte de sous-clause à la suspension consentie de l'incrédulité. Et c'est un outil très pratique en fiction. La convention de traduction, c'est également ce qui permet d'écrire des histoires sur des lieux et des époques où la langue de l'audience n'est pas parlée. Les anglophones utilisent souvent l'exemple du Queen's Latin, le latin de la reine. C'est un jeu de mots sur l'expression de Queen's English, l'anglais de la reine. Ça vient du fait que dans les péplums, encore aujourd'hui, il y a une convention qui fait que les Romains parlent anglais avec un accent britannique aristocratique, et ce, même si la production est américaine. We men of Rome were strong and fierce. L'idée c'est que cet accent pose une certaine ambiance et donne un certain air d'austérité aux personnages qui l'utilisent. L'audience a beau savoir que les Romains parlaient latin, ce qui n'a rien à voir avec l'anglais britannique moderne, elle accepte cette convention parce qu'elle est au service du ton du récit. Mais ça n'a pas plus de sens que de donner un accent italien aux Romains. Ou belge. Ah bah avec César, hein. Plus jamais tu fais ça. Et pas très drôle le frouze. L'idée de la convention de traduction, c'est de faire passer le confort de l'audience et la fluidité de la narration avant le réalisme. Oui, on pourrait entraîner les acteurs à parler un latin impeccable et faire une représentation fidèle de l'époque. Mais de 1, ce serait énormément de boulot, et de 2, ce serait pas forcément très agréable à suivre. Le réalisme ne devrait jamais être une priorité en fiction de toute façon. Si on peut le caler autant que possible, c'est très bien, mais la narration passe avant tout. Le but d'un auteur, ce n'est pas de raconter une histoire réaliste, mais une histoire crédible. Donc les Romains parlent avec un accent anglais snob. Ou belge. Non! La convention de traduction est également très pratique dans les univers de l'imaginaire. Par exemple dans Doctor Who, où les personnages arrivent dans une époque ou sur une planète différente à chaque épisode, on ne peut pas perdre du temps à chaque fois en se concentrant sur les problèmes de compréhension linguistique. Donc on utilise une convention de traduction diégétique. Le TARDIS traduit immédiatement toutes les langues humaines et aliens dans la langue du locuteur. Dans ce cas, en anglais dans la version originale. Quand le docteur rencontre Madame de Pompadour, les deux parlent anglais, mais dans la diégèse, Madame de Pompadour parle français et entend le docteur parler français. Un autre exemple très réputé en fiction, c'est le poisson Babel de H2G2 qui ingère les langues étrangères et les
digère dans l'oreille du porteur. Bah dans tous les cas c'est de l'air. Les langues étrangères peuvent également servir d'obstacle à la progression du récit. Par exemple, dans Premier Contact, toute l'intrigue tourne autour des personnages principaux qui sont des linguistes, qui essayent de déchiffrer la langue des aliens. Sans vouloir spoiler le film, qui est très bien, à un moment de l'intrigue, la polysémie d'un mot alien devient une source de conflit entre différentes nations. Ce qui soulève un point intéressant, entre plusieurs langues, les équivalences sont l'exception plutôt que la norme. Ce n'est pas parce qu'on a des mots avec des sens similaires dans deux langues que ces mots ont exactement le même sens. Un exemple connu, c'est le mot pour bleu en japonais. Ao désigne les nuances de bleu, mais également un grand nombre de nuances de vert. Alors il existe également le mot midori et l'emprunt anglais green, qui qualifie plus précisément ce qu'on considère comme vert en Occident. Mais l'idée c'est que le terme Ao, qu'on traduit par bleu, désigne également des couleurs qu'on ne qualifierait jamais de bleu. Il y a correspondance, mais pas équivalence. Le même mot pourra être traduit bleu ou vert selon le contexte. Oh ces cons de japonais, ils savent pas différencier le bleu du vert. Oui enfin avant de faire le malin, dis-toi que les Russes peuvent nous faire la même remarque. Ch'to ? Parce qu'en russe, il existe une distinction claire entre le bleu, sini, et ce qu'on qualifie parfois de cyan ou bleu ciel, galuboy. En français, on a le terme spécifique, comme les japonais pour le vert, sauf qu'on ne fait pas la distinction. Le cyan est pour nous une nuance de bleu. Pour un russe, ce sont deux couleurs différentes. Alors c'est un exemple très particulier qui a été beaucoup étudié, mais des nuances de ce type entre les langues, il y en a partout et tout le temps. Au point qu'on peut dire qu'une traduction parfaite n'existe pas. Il y a toujours une perte de sens. C'est pour ça que si vous vous amusez à traduire un texte d'une langue à une autre dans Google Trad, quand vous revenez en français, c'est toujours absolument rigolo. Et si je parle de ça, c'est parce que ça peut servir en fiction. La plupart du temps, on part du principe que les traductions sont correctes et que les gens se comprennent entre les langues. Mais utiliser un problème de traduction, pas forcément une erreur, mais peut-être juste un mot ou une expression impossible à traduire, c'est un bon moyen de générer des obstacles. Par exemple, est-ce que le Graal est une coupe ou une pierre incandescente? Personne ne le sait et ça complique grandement la quête des chevaliers de la table ronde. Bon, dans ce cas précis, c'est parce que Chrétien le III est mort avant d'avoir pu expliquer ce que c'était. Mais on peut aussi imaginer des défis posés par une langue perdue dans un récit. Les langues perdues, c'est l'étape supérieure aux langues mortes. Une langue perdue, c'est une langue qui n'a non seulement plus de locuteur maternel, mais dont les traces ont été suffisamment effacées pour qu'il ne soit plus possible de devenir un locuteur adoptif. Dans la réalité, des langues comme ça, il y en a plein. Beaucoup, des tonnes. Mais le plus triste, c'est que tous les ans, on perd de nouvelles langues parce qu'on n'a pas pu les préserver avant la mort de leur dernier locuteur. Il y a plein de linguistes qui travaillent à enregistrer autant que possible les langues en voie de disparition, pour en garder une trace. Mais malheureusement, ce sont des initiatives assez récentes et qui manquent cruellement de financement. Ce qui veut aussi dire qu'au fil de l'histoire, on a perdu énormément de langues. Alors dans la vraie vie, c'est triste, mais dans la fiction, ça peut être intéressant. Un personnage qui doit déchiffrer un message dans une langue perdue, ça peut être la base d'une super aventure. Si c'est écrit de façon crédible. Parce que oui, les langues c'est comme les restaurants, étrangers ou pas, il y en a des bons, mais il y en a aussi des mauvais. A commencer par le switch to English, qu'on pourrait traduire par « passons en français ». C'est quand des personnages, pour des raisons de fluidité, décident d'arrêter de parler une langue étrangère et de passer à la langue de l'audience. En anglais dans un film anglophone, en français dans un film francophone, etc. Pensez à Inglourious Basterds où les personnages n'arrêtent pas de trouver des prétextes pour passer le dialogue en anglais. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est pas un mauvais exemple parce que 90% de l'intérêt des films de Tarantino, c'est les dialogues. Mais je critiquerai tout de même le procédé. En effet, si deux personnages décident de passer à l'anglais parce que l'un des deux est plus à l'aise avec cette langue, ou qu'il y a un troisième personnage qui ne parle pas la langue étrangère, ça passe. C'est justifié dans l'histoire et donc crédible. L'anglais dans ce cas est utilisé comme une lingua franca qui permet la compréhension entre les locuteurs. Mais si deux personnages non anglophones parlant la même langue étrangère décident subitement de se mettre à l'anglais, sans justification, là ça me gêne plus. C'est assez rare que deux Français au milieu d'une conversation se disent « Parlons anglais » au cas où une audience anglophone nous regarde. Je dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que c'est chelou. Attention, le problème c'est pas que les personnages se mettent à parler la langue de l'audience. Comme on a vu, ça peut être une convention de traduction. C'est quand ces personnages n'ont aucune raison de le faire et que ça devient un artifice. On en revient à la convention de traduction. Le but c'est de rendre le récit agréable à suivre. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus agréable? Que les deux personnages parlent dès le début la langue de l'audience, même si ce n'est pas leur langue maternelle, en laissant l'audience décider dans sa tête s'ils parlent anglais dans la diégèse ou si une convention de traduction s'applique, ou bien qu'en plein milieu d'une conversation en français, ils s'arrêtent pour dire parlons en anglais, ce sera plus pratique. Peut-être que ça ne vous dérange pas, mais personnellement, en fiction, je préfère qu'on évite de pointer du doigt les ficelles scénaristiques. Regardez, une lampe! Waouh! Ce n'est pas parce que vous dites « Regardez, c'est du caca, et j'en ai conscience !» que ça arrête d'être du caca. Vous l'ignorez peut-être, mais tous les auteurs ne sont pas linguistes. Alors moi, jusqu'ici, linguiste, je pensais que c'était une abréviation bizarre pour parler d'un type de pâte italienne. La vache! Fait me.
Ce n'est pas parce qu'un auteur intègre une langue étrangère dans une fiction qu'il la maîtrise forcément. Je dirais même que dans la majorité des cas, les auteurs qui choisissent d'intégrer des langues étrangères dans leur fiction ont juste une idée vague de ce à quoi elles ressemblent. Ce qui explique sans doute pourquoi tous les personnages français dans les fictions anglophones commencent leurs phrases par sacré bleu. C'est-à-dire même pas l'expression désuète sacre bleu, mais la version encore plus ancienne avant que les deux mots fusionnent. Alors, je suis français depuis 26 ans, et je n'ai jamais entendu un seul français dire sacre bleu, ou encore moins sacré bleu. C'est parce que tu traînes pas avec les gens cool. Vrai. Non, ça se prononce vrai. Alors oui, les langues étrangères peuvent apporter un cachet à vos personnages. Un petit mot italien pour pimenter une réplique, de l'anglais pour se donner un style hollywoodien, du japonais pour impressionner votre waifu. Et non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de maîtriser une langue pour en utiliser un petit peu dans un récit. Par contre, évitez de faire parler un personnage dont c'est censé être la langue maternelle. Vous pouvez utiliser du mauvais anglais quand c'est un personnage non anglophone qui le parle. C'est pas gênant qu'un personnage anglophone ponctue ses phrases de français pour se donner un style. Mais si vous voulez faire croire qu'on a affaire à un locuteur natif d'une langue, vous avez intérêt à la maîtriser ou à demander une correction par quelqu'un qui la maîtrise. Et peut-être qu'ainsi, on pourra éviter ça. Chaque mot que vous dites, c'est comme un porc grognon à mes oreilles. Tu ne devrais en cacher à ton mari. Il a abandonné sa carrière artistique. Il m'a dit c'est que vous voulez coucher avec moi. Oui. Sacre bleu, ça pique! Alors là, j'ai pris le français pour illustrer, mais c'est pareil pour toutes les langues, et c'est aussi vrai dans la fiction francophone. Demandez à des gens qui parlent la langue avant de l'inclure dans votre histoire. Et pour finir, le dernier bad trope dont je voulais parler, c'est la langue primordiale. Alors oui, j'ai dit que la fiction ne devait pas être réaliste, et c'est un trope qui me gêne à cause de son manque de fidélité à la réalité. Donc la langue primordiale... Ah mais tu vas pas te justifier. Quoi? Bah t'as commencé comme si t'allais expliquer pourquoi dans ce cas précis le réalisme est important, mais en fait pas du tout. Et alors? Rien, tu vas juste passer pour un hypocrite. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non mais moi je pense à ta crédibilité. Depuis quand? Bah depuis que l'émission dépend de la crédibilité que les gens accordent à celui qui la présente. Je suis là pour aider moi. Objection! D'ailleurs, tu me prends vraiment pour un gros con si tu crois que je vais avaler ça. Connard, dis-moi la vérité ou je te fume le cul. Donc la langue primordiale, c'est l'idée que toutes les langues descendent d'une seule et même langue. Jusque-là, ça va. C'est plus ou moins le consensus scientifique actuel. Sauf que la petite cerise sur le gâteau, c'est que cette langue primordiale, en tant que mère de toutes les langues, elle serait compréhensible par tout le monde. On retrouve notamment ça dans le film Atlantide de Disney, où la langue des Atlantes est l'ancêtre de toutes les langues modernes, et donc permet aux Atlantes d'apprendre immédiatement à parler la langue de l'équipage. Pareil dans le 5e élément, où Lilou peut apprendre l'anglais en un jour parce qu'elle parle la langue primordiale. Pour un exemple plus récent, on a aussi les films Wonder Woman. Et ce qui me dérange avec ça, c'est pas tant que ce soit pas réaliste, c'est que c'est complètement con. Ah bah voilà une justification. C'est con parce que c'est tellement faux que ça ne tient pas debout 2 secondes si on y réfléchit. Même sans être linguiste, on réalise très bien que l'idée qu'on puisse parler une langue fille quand on en parle la langue mère, c'est absolument ridicule. Genre nos grands-parents, ils parlent français, et ils ont déjà du mal avec la moitié du vocabulaire de notre génération. J'ai envie de dire chais. Alors demandez à Molière de prendre sa caisse sur le parking pour aller se taper un ciné, vous allez voir ce que sa langue va primordialiser. Les langues évoluent, comme je l'ai dit, un peu à la façon des espèces. Un australopithèque ne serait pas capable de piloter un avion parce que c'est l'ancêtre de tous les pilotes homo sapiens. Pour la même raison, Jules César ne serait pas capable de comprendre le français moderne en un jour. Ce n'est pas parce que le français descend du latin que la maîtrise du latin entraîne la maîtrise du français. Donc bon, c'est un mauvais trope, mais pas pour des raisons narratives. J'aime bien le 5e élément et Atlantide. C'est juste que c'est tellement con que ça m'énerve. C'est un truc pour lequel je n'arrive pas à suspendre mon incrédulité. Et c'est peut-être là-dessus que je vais baser ma conclusion. Il y a plein de langues différentes parce qu'il y a plein de gens différents, avec des cultures différentes, des expériences différentes, des schémas de pensée différents. Même au sein d'une même langue, on ne parle pas pareil, on ne choisit pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes accents, et j'en passe. Les langues étrangères en fiction nous permettent d'explorer les barrières qui existent entre les humains. Ce qui fait qu'on est tous différents, mais également ce qui nous rapproche. Elles sont une façon évidente d'écrire la division quand elles empêchent la compréhension, mais également la coopération quand on arrive à les surmonter. Les langues ont une symbolique bien à elles. Mais pour moi, elles représentent cette dichotomie de l'humanité. Nous avons tous une langue, mais nous n'avons pas tous la même langue. Nous sommes tous pareils, mais nous sommes tous différents. Et j'en reviens à mon problème avec le trope de la langue primordiale. C'est mon problème.
à cause de mes sensibilités, de mon parcours, de mes expériences en tant que spectateur et plus généralement en tant qu'humain. C'est une certitude, je ne partage pas ce point de vue avec tout le monde. Tout comme il y a des langues différentes, il y a différentes façons d'apprécier la fiction. Et sur pas mal de points, être un auteur, c'est un peu comme être un traducteur. C'est essayer de faire passer ses propres sensibilités, ses propres intérêts, ses propres goûts à travers une œuvre, en espérant qu'elle soit comprise et appréciée par les gens qui la découvriront. C'est essayer d'utiliser le langage de la fiction pour communiquer quelque chose. Et comme toutes les langues vivantes, il existe des variations dans ce langage de la fiction, et il n'y a pas de traduction parfaite. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher les mots qui nous semblent justes, utiliser les œuvres préexistantes comme un dictionnaire ou une grammaire qu'on aurait en commun avec ceux qui les connaissent, et essayer de faire une ou deux phrases pour expliquer ce qu'on veut dire. Gardez à l'esprit qu'on ne parle pas tous la même langue, qu'on ne parle pas tous avec la bouche, qu'on ne parle pas tous pour les mêmes raisons ou pour exprimer les mêmes idées, mais que malgré tout, on parle tous. Tropper, out. Tu penses vraiment que je sens l'échalote? Tu sais que tu peux toujours prendre une douche. J'y réfléchirai. Tu penses vraiment que j'ai aucune chance avec Anya Taylor-Joy? Tu peux toujours prendre une douche. Une douche froide pour te calmer la teub. Oh.